Le porte-avions Charles de Gaulle n'est plus qu'à quelques heures du détroit d'Ormuz. Malgré les menaces de l'Iran contre la France, le Charles de Gaulle poursuit sa trajectoire et se tient prêt à agir. Partons dans le golfe Persique. Retrouvez notre envoyé spécial Marion Russell. Marion, vous êtes en direct de Doha. Le porte-avions français se rapproche du détroit d'Ormuz. Oui, alors il est difficile de connaître la position exacte du Charles de Gaulle pour des raisons de sécurité, mais il y a 2 jours, il était à une quarantaine d'heures de navigation du détroit d'Ormuz dans le sud de la mer Rouge, à proximité du golfe d'Aden. Il a passé le canal de Suez et se situe donc dans cette zone, malgré les avertissements émis par l'Iran il y a quelques jours à l'adresse des Français, mais également des Britanniques, qu'un déploiement militaire français entraînerait des représailles immédiates de la part de l'Iran, ce à quoi le président français Emmanuel Macron avait répondu qu'il n'était pas question d'un déploiement militaire ou d'une entrée en guerre de la France. En fait, la présence du Charles de Gaulle, elle pourrait s'inscrire dans une coalition internationale. C'est une demande qui a été faite auprès de l'ONU, notamment par les Français, mais aussi par le Royaume-Uni, pour une coalition non belligérante qui servirait à sécuriser le détroit d'Ormuz et permettre son déblocage tout en surveillant. Alors dans ce cas-là, le Charles de Gaulle pourrait avoir un rôle à la fois de dissuasion, de surveillance aérienne et peut-être de support logistique à une telle coalition. Pour l'instant, cette résolution, elle n'a pas encore été votée à l'ONU, mais c'est une volonté donc des différents pays de mettre en place pour sécuriser le détroit. Merci beaucoup Marion Russell, envoyée spéciale en direct de Doha. David Rigoulet-Rose, est-ce que la France joue un peu avec le feu? On sait que l'Iran a menacé la France si jamais elle s'impliquait dans une opération à Ormuz. On sait que la France a été claire, pas question de rejoindre une opération offensive. La France, le Royaume-Uni et d'autres pays agiraient une fois que les combats auraient cessé. Mais tout de même, il y a une démonstration de force. Déployer un porte-avions, c'est toujours un signalement stratégique, c'est jamais anodin. D'abord parce que c'est pas qu'un porte-avions, c'est un groupe aéronaval, donc il y a des destroyers, il y a en accompagnement il y a un sous-marin nucléaire, moment d'attaque. Donc c'est pas anodin, même si officiellement il y a les éléments de langage n'ont pas changé. C'est une posture défensive dans la perspective de la constitution d'une coalition maritime après l'établissement attendu d'un accord justement pour effectivement réouvrir le détroit. Mais il y a quand même une évolution, effectivement, d'abord parce que ça a été rejoint par la HMS destroyer britannique Dragon. Il y a d'autres destroyers de plusieurs nationalités. Donc de ce point de vue-là, il y a une espèce de convergence, ce qui montre qu'il y a une évolution en fait de la perception de la situation sur l'impossibilité de maintenir le statu quo actuel dans le détroit. Et c'est ça qui fait réagir certainement les Iraniens, parce qu'il y a une résolution qui est proposée au Conseil de sécurité, qui n'est pas une résolution américaine, même si évidemment elle est soutenue, mais elle est soutenue par près de 112 pays, dont l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, qui a eu un bâtiment attaqué. Et les Iraniens sentent bien que c'est plus uniquement un vis-à-vis avec les Américains, que cette question du détroit devient un problème international. Et c'est d'autant plus que la proposition de résolution se fait sous chapitre 7. Chapitre 7 à l'ONU, c'est la possibilité, en cas d'agression constatée, de répliquer par la force. Donc on voit qu'il y a c'est encore sur une ligne de crête. Il est évidemment, on maintient l'idée qu'il n'est pas question de s'aligner sur l'agenda américain, militaire américain. Pour autant, le statu quo, justement, de la fermeture du détroit devient de plus en plus intolérable. Et les éléments de langage de Pékin sont aussi intéressants. Ils ont dit que c'était pas une situation qui pouvait durer. Et donc on verra le rôle de Pékin par rapport à cette résolution, puisque la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité, et ça va être embarrassant, parce qu'effectivement, ça pèse aussi, c'est une hypothèque sur la pérennité de la stabilité économique de la Chine. Général Chevaudy, quel est le sens de la mission française ? Montrer qu'on existe. Et surtout être, je dirais, leader d'une coalition internationale
pour faire respecter le droit international dans le détroit d'Ormuz et donc la liberté de circulation maritime, mais sans être, alors on l'a tellement dit, sans être agressif, offensif, surtout soyons défensifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour agresser l'Iran, mais en revanche montrer qu'on a une force navale qui est déployable, qui est déployée, qui est puissante. Aucun État européen n'est capable de faire la même chose. On s'installe en mer d'Arabie, en gros. Ensuite, on espère bien se faire agréger à ce nombre d'autres puissances. Effectivement, il y a eu donc ce destroyer britannique. Il y a aussi le Canada qui a proposé d'ailleurs un avion de renseignement au profit de la mission. L'Australie, oui. Voilà, d'Australie, pardon, oui. Donc j'étais Canada, oui, l'Australie, très bien, merci. Voilà, donc chacun met un petit peu ce qu'il peut mettre dans la balance à la fin d'avoir une force, je dirais, suffisamment conséquente pour imposer une volonté, je dirais, de la communauté internationale. Et c'est pour ça qu'on va retomber sur l'ONU. Ma petite réflexion sur l'ONU, certes, une résolution, chapitre 7, qui serait très bien, ça veut dire en gros, venez pas nous taquiner, tout le monde vous tape dessus. Mais comme on voit comment fonctionne l'ONU, j'ai du mal à comprendre comment on pourra vraiment intervenir pour imposer notre volonté face à l'Iran, qui n'a pas envie du tout qu'on lui impose quoi que ce soit. Et donc, si l'Iran n'applique pas la résolution, on va lui mettre des sanctions. Il me semble qu'il y en a déjà. Pour d'autres raisons. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce que vous voulez, général ? Qu'on reparte en guerre ? Cette fois-ci contre l'Iran ? Simplement, vous posez la bonne question. Je dis régulièrement, est-ce qu'on va supporter longtemps qu'un État voyou, il y en a qui n'aiment pas que j'utilise ce terme, qu'un État voyou impose sa volonté sur le commerce international, sur l'économie mondiale, et qui finalement ne fait faire aucun effort vers la résolution du conflit, quel qu'en soit le prétexte au départ, ou le contexte. Donc aujourd'hui, il y a un moment donné, il y aura deux solutions, il n'y en aura pas trois. Soit on accepte que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, donc on s'écrase, en gros, voilà. Soit on dit non, on veut pas. Alors on a suffisamment d'hommes politiques au pouvoir aujourd'hui qui ont dit non, on n'acceptera pas. Mais alors si on n'accepte pas, on fait quoi ? On a une résolution de l'ONU. Alors d'abord, il y a quand même un point positif. Une résolution des Nations Unies, ça veut dire qu'on revient dans le droit international et on veut qu'il soit appliqué. N'oublions pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies est le seul théoriquement habilité à dire oui ou non, on doit imposer quelque chose par la force. Même si c'est un peu dénaturé depuis quelques années, mais c'est le retour un petit peu du droit international par l'intermédiaire du Conseil de sécurité. Et là, on verra qui vote. Si les 5 membres permanents sont d'accord ou pas pour que ça se passe comme ça. Et après, on fait quoi ? L'Iran dit non, je veux toujours pas. Bon, vous dites la question que vous posez. Est-ce qu'on est prêt à aller à la guerre ? Personnellement, je crois que non. Même s'il y a un groupe aéronaval, même s'il y a des avions, des bateaux qui se mettent en place, il y a un moment, il y a un seuil. Alors, quel sera le seuil d'inacceptabilité de la situation internationale dans le détroit d'Ormuz ? Là, je laisse à nos gouvernants le soin de prendre une décision. On ne va pas être à leur place. Myriam Benrad. Non, mais en fait, c'est très intéressant parce que ce qu'on voit à travers cette guerre, c'est qu'on a réactivé, j'en reviens à ce que je disais précédemment, on a réactivé finalement de vieilles ambitions iraniennes qui sont liées à une certaine mémoire de la civilisation perse, de contestation quand même d'un certain nombre de frontières terrestres et maritimes au-delà de la stratégie d'hégémonie à travers ces mandataires qui est celle de l'Iran depuis maintenant de longues années. Donc il y a cette réactivation qui vise le détroit d'Ormuz, en s'en prenant aussi aux Émirats arabes unis, à Oman, en attaquant Bahreïn, parce que ces territoires aussi sont dans la psyché iranienne culturellement, encore une fois sur le plan civilisationnel, une arrière-chambre de l'Iran. Donc on a réactivé tout ça. Comment maintenant on fait marche arrière ? La question, elle est exactement ce que, à mon avis, vous décrivez. Est-ce qu'on peut revenir au statu quo ante aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible ? Sachant que l'Iran, par ailleurs, quand même depuis des semaines, est dans une situation de totale impunité. L'Iran, qui dénonce l'illégalité de la guerre israélo-américaine, s'est placé dans une inégalité, je dirais, plus grande encore, en attaquant tous azimuts, absolument tous ses voisins, en mettant en péril, en effet, la sécurité énergétique, économique mondiale. Donc aujourd'hui, ça n'est plus simplement la question du Moyen-Orient et de cet affrontement avec Israël et les États-Unis, mais c'est bien sûr une question internationale. Et oui, mais enfin, je pense quand même que vous avez raison. Alors, État voyou, c'est vrai que c'est assez marqué parce que c'est l'administration Bush, c'est toute l'époque du post-11 septembre, la guerre d'Irak, enfin toutes ces guerres qui ont été assez désastreuses. Mais on peut en revanche parler, je pense, de l'Iran aujourd'hui, qui met en péril, encore une fois, la sécurité économique du monde entier, enfin d'un certain nombre de nations. Vous avez cité le nombre des nations qui, quand même, portent cette résolution. Donc,
État paria, certainement, là, quand même. On a la preuve, parce que ça n'est pas du tout la réponse, une réponse acceptable, non pas du point de vue, là, ici, des États-Unis ou d'Israël, de la communauté internationale au sens large. Donc, si ça peut permettre, en effet, de revenir un peu aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, et d'essayer de remettre un peu, en effet, de règles, de normes de droit international dans la manière dont on gère ces crises, parce qu'on a vu qu'en fait, ne plus mettre aucune règle sur la table des discussions, ça veut dire des crises interminables et qui ont des effets désastreux. Je pense que c'est un développement intéressant de ce point de vue et important. Votre regard, Emmanuel Véron, alors que la France fait fi des menaces iraniennes et poursuit sa mission comme elle l'a entendu dès le début. Oui, en fait, mais ça a été dit par le général et par vous, madame. Le sujet du déploiement d'un porte-avions, c'est un sujet qui est stratégique et politique. Même principalement politique. Pourquoi ? Parce que cette capacité navale est à peu près en fait unique en Europe aujourd'hui, porte-avions à propulsion nucléaire, avec un groupe aéronaval complet. Et le fait de l'envoyer, de le déployer au Moyen-Orient à l'approche d'Ormuz, et je ne crois pas qu'il y aurait une prise de risque inutile à laisser évoluer le groupe aéronaval dans un environnement où circulent un certain nombre de vecteurs, des missiles, des drones, etc. Puisqu'on l'évoquait précédemment, plusieurs navires ont encore été arraisonnés ou frappés ces dernières heures. Donc il y a un message qui est politique, il y a un message qui est quelque part une superposition entre voix française et voix européenne dans cette affaire militaro-politique. Le porte-avions est parti pour de longues semaines d'opérations. Le Charles de Gaulle est parti pour de longues semaines d'opérations au Moyen-Orient. On se souvient d'une campagne l'année dernière partant de Toulon en direction de l'Asie, Indo-Pacifique et retour à Toulon avec 5 ou 6 mois de campagne. Là, le porte-avions repart en mission pour quelque chose qui est très, très lié à une éventualité ou en tout cas une recherche d'apaisement, de négociation à plusieurs voies pour Hormuz, pour la guerre en Iran. Et le fait d'envoyer le porte-avions, c'est y participer, c'est envoyer un signal qui est très clair. C'est bien évidemment une bulle qui va permettre d'avoir une observation en temps réel de militairement ce qui se passe dans la région. Et puis c'est un signal qui est politique et stratégique, envoyé à la région pour les partenaires, pour nos partenaires dans la région, notamment les Émirats, puisqu'il y a 2 bases françaises, une navale, une aérienne, et puis les autres partenaires militaro-stratégiques, notamment l'Arabie Saoudite, mais je pense à la Jordanie, ou même Bahreïn ou Koweït. Le Qatar. Et le Qatar. Pendant ce temps, le CENTCOM, commandement central américain, maintient son opération à Hormuz. Regardez, image à l'appui. Hélène Bonnet, on voit que le détroit d'Ormuz, c'est là où cette guerre se joue, puisque même les Français et les Britanniques envoient porte-avions et destroyers, et les Américains, évidemment, maintiennent leur blocus, quoi qu'il arrive. Oui, parce que ce point de blocage, en fait, ne fait pas que gêner les pays de la région, il gêne le monde entier, en réalité. Donc, effectivement, nous, on est intéressés par une intervention, une fois que les choses se seront calmées, pour essayer d'éviter qu'il y ait une emprise de l'Iran sous forme de péage, sous forme de blocage sélectif des navires. D'ailleurs, on voit que pendant que les États-Unis disent nous, on est toujours présents, on continue blocus, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils avaient repoussé 70 bateaux commerciaux. Exactement. Dans l'un des derniers messages qu'ils ont postés. Dans les faits, on voit qu'il y a quand même des bateaux qui tentent de passer, qui ont l'autorisation de passer. On a compris ça avec notamment les navires chinois. Et j'en finis par ça. Ça va être intéressant de voir effectivement la position de la Chine dans tout ça. Parce que à l'issue de cette première journée de rencontre entre Américains et Chinois, les Américains disent Xi Jinping a vraiment indiqué qu'il était contre la militarisation du détroit et contre l'instauration d'un péage. Donc que va faire la Chine ? Comment elle va se positionner sur la résolution à l'ONU ? Quel rôle va-t-elle jouer là-dedans ? Est-ce qu'elle va se dire qu'elle va négocier elle-même un passage
pour ses navires et gérer ça en sa faveur, ou est-ce qu'elle va jouer une carte plus collective et essayer de pousser l'Iran pour éviter justement que ce type de péage, qu'une forme de militarisation s'instaure définitivement. Par militarisation, ils peuvent peut-être entendre aussi qu'ils ne veulent pas justement de ce type d'opération promue par la France de déblocage, d'accompagnement des bateaux une fois que la situation se sera normalisée.